Entretiens des Patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Macron, la destitution en marche, et puis hommage au grand acteur disparu, Alain Delon. Mais avant de traiter ces deux titres et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Yann Penaud, Nine, JC, PG4, Stéphane Claude, Dominique Camus, GM, Philippe Bohen, Jean-Jacques Dambrine. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien inconditionnel. Oui, il faut aider la réinformation. Mais comment faire ? Lever un petit pouce, diffuser sur d'autres réseaux sociaux ou écrire de gentils messages. Merci à tous. Alain Delon nous a quittés hier. Alain Delon est mort. Quand il se confiait au JDD en 2019, je partirai tranquille. Je ne regretterai rien. Et surtout pas cette époque de merde. Il y a eu dans l'histoire de France des périodes bien plus dures. Mais l'époque actuelle, le macronisme, est celle du mensonge, de la médiocrité, de la décadence et du petit intérêt. Delon, lui, incarnait le beau, il incarnait la grandeur. Alors oui, aujourd'hui, on est bien dans une époque de M. Et puisqu'on parle d'excréments, un petit retour sur Amélie Oudéa-Castéra. La Seine était complètement souillée quand la ministre Oudéa-Castéra s'y est baignée. Mediapart a consulté les données collectées par l'Agence régionale de santé, gardées secrètes pendant les Jeux Olympiques. La pollution a parfois été très sévère, mais tout à sa communication et à sa volonté de doubler Anne Hidalgo, Amélie Oudéa-Castéra a passé outre le jour de sa baignade. Je pense que si elle avait su, elle n'y serait pas allée, parce que ce fut un grand moment que cette baignade d'Amélie Oudéa-Castéra. En entrant dans l'eau, une glissade, puis la chute, le tout accompagné de petits cris grotesques. Elle a ensuite osé déclarer au micro de BFM TV « Elle est douce, elle est bonne, 20 degrés », a déclaré donc Amélie Oudéa-Castéra en sortant de l'eau. « Bonheur total, engagement tenu, ça y est, on l'a fait, dja dja », s'est-elle enthousiasmée au micro de BFM TV. Amélie Oudéa-Castéra est la toute première personnalité politique à s'être baignée dans la Seine. Oui, mais dans une eau souillée, infestée par les bactéries et les excréments. Ces politiques, Hidalgo, Macron, Oudéa-Castéra, ont incité des gens à nager dans cette eau, autorisé des épreuves sportives à se dérouler dans ce bouillon de culture. Ils ont donc sciemment joué avec la santé des athlètes et des éventuels baigneurs. Et pourquoi ? Pour de la com et pour ne pas perdre la face. Remarquez qu'ils le pouvaient car les journalistes ont relayé toutes ces fake news. Oui, comme dirait Alain Delon, nous vivons vraiment une époque formidable. On va rester dans le domaine de la santé et dans le mensonge d'Emmanuel Macron, bien évidemment. Vous vous rappelez des accords du Ségur de la santé ? Les journaux, des accords historiques pour reconnaître l'engagement de ceux qui soignent. Ah, le Ségur de la santé, cela venait après les Grenelles de l'environnement et autres Grenelles de la sécurité. L'hyperbole, comme toujours, on allait voir ce qu'on allait voir. Macron allait mettre le paquet, des montagnes d'argent allaient être investis dans la santé. Et comme toujours, la montagne accouché d'une souris. Hôpital, les sénateurs dénoncent l'insuffisance du Ségur de la santé. Et oui, avec Emmanuel Macron, cela commence toujours par un show de communication, les Grenelles et les Ségur, lancés donc à grands coups d'hyperbole et de communication. Les journalistes sont là, bien évidemment, pour le service après-vente. Et puis, 2 ans plus tard, rien n'a changé, comme le montre ce rapport sénatorial. Et 4 ans plus tard, c'est la faillite. Hôpital, 1510 postes d'internes en moins à la rentrée. Selon les chiffres publiés au journal officiel début juillet, il y aura moitié moins de postes ouverts en chirurgie plastique et moins 15% pour la médecine d'urgence. Mais comment est-ce possible ? La durée d'attente aux urgences excède souvent les 20 heures, voire 70 heures dans certaines conditions. Je vous ai présenté la semaine dernière que cette attente a provoqué la mort de 4 patients. Oui, de plus en plus de patients meurent sur des brancards par manque de moyens humains.
Le gouvernement lance une nouvelle réforme de la santé 4 ans après le Ségur de la santé. Résultat, 1510 internes en moins dans les hôpitaux pour cette rentrée. Moins 18% dans la médecine générale et moins 15% dans la médecine d'urgence. Pour rassurer le personnel hospitalier en cas de sous-effectif, l'État permettra d'embaucher des médecins étrangers par les hôpitaux faisant fonction d'internes. L'effondrement des services publics continue, Macron aura tout détruit. Vraiment une époque formidable, car la priorité de ce gouvernement est avant tout de faire de la com. Autrement dit, faire accepter aux Français l'inacceptable, les directives de Bruxelles. Leur stratégie, toujours la même, détourner l'attention. Alerte info, variole du singe. Gabriel Attal annonce le placement du système de santé en état de vigilance maximale. Variole du singe, 107 cas signalés en France, aucun mort. Attal place le système de santé en alerte maximale. De plus en plus de gens meurent aux urgences de l'hôpital. Macron continue de supprimer des lits par centaines. Mais remarquez que Gabriel Attal peut se permettre ce type de communication, détourner le regard des Français des vraies priorités, parce qu'à chaque fois il est épaulé non seulement par les journalistes, mais par la clique d'experts corrompus par le Big Pharma, ou d'experts prêts à terroriser les Français pour un petit passage à la télévision pour exister médiatiquement. Le Monépox est de retour et avec lui, les Lacombe, les Côme, les Sebag, les Barreau, les Mégerban. C'est le quintet plus de la médecine mainstream. Oui, il ne manquait plus que lui, Sebag. Ils sont tous revenus. Tous ceux qui nous ont menti, tous ceux qui se sont plantés. Et lorsque l'on interroge les vrais spécialistes, eh bien, ils ont un autre son de cloche. Une responsable technique à l'OMS pour la variole du singe le confirme, aucun risque accru pour la population générale. Ce sont des risques spécifiques qui nécessitent des mesures spécifiques. Confirmation claire que tous ces propagandistes dont je viens de vous parler, alarmistes, racontent n'importe quoi. Ah, ce Monépox, il me semble que c'est un virus politique, parce qu'il vient très opportunément soutenir le narratif démocrate au sujet de la santé de Kamala Harris. Quant à la France, il permet aux macronistes d'exister médiatiquement, de détourner le regard des Français des vrais problèmes. Oui, jouer avec les peurs ou la santé des Français ne pose aucun problème de conscience à tous ces hommes politiques. Et pourtant, le bilan est très lourd, voire monstrueux. Des milliers de personnes demandent réparation après que les pchoutes les ont rendus handicapés. Des paiements ont été accordés pour des affections telles que les accidents vasculaires cérébraux, les crises cardiaques, les caillots sanguins, l'inflammation de la moelle épinière et les paralysies faciales. Il serait plus de 14 000 en Angleterre. Et en France, c'est pour quand? Ah, j'oubliais, il y a encore au pouvoir Macron et Attal. Après l'insécurité sanitaire, l'insécurité tout court, multiplication des agressions diverses et variées, multiplication des attaques au couteau. Les Français assistent à l'impuissance de la police et à la complaisance de la justice. Encore une alerte. Immigration subie et massive, manque de moyens. L'ancien directeur de la police aux frontières tire la sonnette d'alarme. Dans une note, Fernand Gontier souligne la difficulté d'exercer un contrôle efficace aux frontières françaises et européennes, faute de moyens. À l'impossible, nul n'est tenu. En France, le contrôle aux frontières est assuré par la police aux frontières et les douanes. Une mission que les gardes frontières n'ont pas toujours les moyens d'exercer. Manque d'effectifs et de matériel technologique, lacune de coopération entre les différents services, sans oublier le cadre juridique toujours plus contraignant. Dernier exemple en date, la décision du Conseil d'État du 2 février 2024 interdisant l'expulsion manu militari des migrants contrôlés en situation irrégulière aux frontières intérieures. Cette impuissance de la police aux frontières est organisée au plus haut niveau. Non seulement cette police est rendue inefficace faute de moyens, mais aussi ces policiers sont ligotés par un cadre juridique européen. Oui, c'est le triste bilan de Schengen, du libre-échange et de la CEDH. Conséquence, les drames sont quotidiens et la violence de plus en plus gratuite.
Et face à la grogne, ah, je vois déjà Emmanuel Macron organiser un énième Grenelle de la sécurité. J'entends déjà les experts, les ministres, les journalistes nous expliquer que le bilan d'Emmanuel Macron en matière de sécurité n'est pas si mauvais. Dans un pays normal, Emmanuel Macron serait poussé par la sortie parce que la communication ne peut pas remplacer la réalité. Eh bien, c'est tout le contraire en France. Futur Premier ministre, Emmanuel Macron fait blêmir son camp. Après avoir laissé les partis politiques phosphorer pendant 7 semaines, le président nommera le nouveau Premier ministre avant le 28 août. Emmanuel Macron pourrait choisir un nom politique et garder sous son autorité les ministres démissionnaires le temps de constituer une nouvelle équipe. Bon, il est vrai que la France insoumise a utilisé le terme tabou sur les plateaux de télévision, le mot destitution. La France insoumise menace d'engager une procédure de destitution contre Emmanuel Macron selon l'article 68 de la Constitution, l'accusant de coup de force institutionnel contre la démocratie car il n'a pas pris acte du résultat des législatives. On se pince pour y croire, mais ce n'est pas la France insoumise qui soutient Macron depuis 5 ans à chaque élection. C'est pas ce parti qui a permis à Emmanuel Macron de sauver 160 députés aux dernières législatives. Mais de qui se moque-t-il ? Mais quand même, ils ont agité le péril du Rassemblement national. Oui, si le RN avait la majorité, ça serait la fin de la démocratie. Ils ont voté pour les candidats Renaissance, relançant Macron, pour ensuite crier que Macron est un dictateur, on a envie de dire bouffon. Bouffon parce que le nouveau Front populaire ne suivra pas. Cette tribune n'est signée que par les dirigeants de la France insoumise, la destitution. Elle n'engage que leur mouvement. La réponse à une nomination d'un Premier ministre qui ne serait pas conforme à la tradition républicaine est la censure. Olivier Faure vient rappeler à tout le monde, enfin ceux qui en doutaient encore, que l'Alliance Nouveau Front Populaire n'est pas contre Macron ou même sa politique, mais pour la gamelle. Encore moins, si on va plus loin, contre l'Union européenne qui est le totem absolu de tout ce petit monde. Oui, tromper les électeurs pour obtenir des postes, c'est leur seule ambition à toute cette classe politique de la France insoumise, en passant par le PS, les Verts et Renaissance. Car la démocratie et l'intérêt national, ils n'en ont rien à faire. Saleté d'époque, comme dirait Alain Delon. La semaine dernière, j'avais affirmé que Thierry Breton, en voulant censurer Musk-Trump, avait commis un impair diplomatique, obligeant l'Union européenne d'ailleurs à désavouer Thierry Breton. Eh bien, en quelque sorte, c'est officiel. La lettre du Congrès à l'inénarrable Thierry Breton. Nous vous écrivons pour exiger que vous mettiez fin à toute tentative d'intimider des individus ou entités impliqués dans le discours politique aux États-Unis et que vous n'entrepreniez aucune action de nature à interférer avec le processus démocratique américain. Et pan sur le museau. International, conflit à l'Est. LCU, piégé par ses propres images. Le lien est dans ma description. Alors que les journalistes étaient dans la routine de leur propagande mainstream, apparaît à l'écran un soldat ukrainien avec un casque, comment dirais-je, très caractéristique de l'armée allemande, avec un insigne lui aussi très reconnaissable. C'est la panique sur le plateau. Et maladroitement, le journaliste lance « Toutes nos images sont vérifiées », c'est-à-dire... Pour votre petite tambouille, vous effacez ce genre de détails, vous sélectionnez les images pour ne pas choquer vos téléspectateurs, pour rendre votre propagande crédible. C'est hallucinant. Car pendant que ces journalistes discutent de l'offensive de Koursk, qui manifestement est enlisée du côté ukrainien, l'armée russe avance dans le Donbass. Je vous l'avais annoncé il y a quelques jours, les Russes sont enfin rentrés dans New York. Enfin, pas le New York américain, non, le New York dans le Donbass. La situation se dégrade rapidement à Pokrovsk, sur le front est ukrainien. Avec son offensive sur Koursk, l'Ukraine espérait inciter Moscou à redéployer une partie de ses troupes depuis le front Est. Bien que des unités aient été transférées du sud de l'Ukraine vers Koursk, le front reste inchangé, celui de Pokrovsk, où les combats sont parmi les plus intenses.
Chaque jour, les forces russes avancent un peu plus, multipliant les assauts et les bombardements pour se rapprocher de la ville. Et tous les analystes, commentateurs sont d'accord, cette invasion sert les intérêts des forces russes, car cela oblige les Ukrainiens à étendre les lignes et à disperser leurs unités alors qu'ils n'ont pas beaucoup de réserves. Cela pourrait changer le cours de la guerre, mais pas dans le sens que pensaient les Américains et Zelensky. Autre confirmation, c'est une nouvelle déflagration. Le sabotage du gazoduc russe Nord Stream en 2022 en mer Baltique a été validé au plus haut niveau à Kiev, affirme ce jeudi le Wall Street Journal, y compris au départ par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. On se rappelle que les autorités ukrainiennes avaient nié leur participation à ce sabotage et avaient accusé les Russes. Je rappelle que ce gazoduc avait été financé par les Allemands et la France. C'est un acte de guerre contre notre pays, non? Eh bien, nous soutenons ceux qui s'attaquent à nos intérêts vitaux. Étonnant, non? Allez, pas de page fantaisie aujourd'hui, un hommage à Alain Delon. Hommage à Alain Delon. Il incarnait une certaine idée du génie français, une légende du cinéma français. Le dernier samouraï. Pensez pour sa famille et ses proches. Voici la lettre qu'il écrivit au général de Gaulle à son départ du pouvoir. Grâce à Alain Delon aussi, nous sommes fiers d'être français. Mon général, depuis toujours, et plus encore depuis des ans, j'étais, grâce à vous, fier d'être français. Ce soir, devant l'inconscience et l'ingratitude de plus de la moitié d'un peuple, je ressens avec effroi un sentiment de honte qui me brise le cœur. Je tenais à vous le dire. Daignez me croire, mon général, fidèlement et inconditionnellement vôtre, Alain Delon. Il n'y a rien à dire, c'était un homme. Ma passion, c'est la Vierge Marie, parce que j'aime cette femme, j'aime tout ce qu'elle a fait. Marie, je lui parle, je lui dis des choses, je lui demande des choses. Elle m'apporte un soulagement, elle m'apporte une compagnie que je n'ai pas. Elle est toujours là, Alain Delon. C'était peut-être un aspect de sa vie que vous ignoriez. Lorsqu'une personne décède et qu'elle nous a pourri la vie, je n'hésite pas dans ces entretiens à le rappeler. Mais Alain Delon, lui, a enchanté notre monde par son travail d'acteur. Alors, toute notre gratitude à ce grand monsieur du cinéma. J'espère que vous avez apprécié cet entretien. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.